Mesdames et messieurs, rebonjour. Prenez place, je vous en prie. On va débuter dans un instant la troisième et dernière table ronde de cette journée. Je vous en prie, prenez place. Repenser les alliances, construire le monde d'après face aux nouveaux enjeux régionaux et géopolitiques. L'Europe est bel et bien à la croisée des chemins, mais avec quels moyens ? C'est sur ce troisième axe de réflexion que nous allons poursuivre notre programme de cet après-midi. Le rapport Draghi sur la compétitivité européenne le rappelle très bien. L'une des faiblesses structurelles de l'UE, en termes en tout cas de défense, tient bien dans la fragmentation de l'industrie de défense. Or, pour partager les coûts, mais aussi pour préserver les compétences, des expériences de coopération industrielle ont été menées en Europe. Et cette prochaine table ronde, justement, discutera de cela. Mais comment organiser ces coopérations pour en faire un levier stratégique efficace ? Doivent-elles être bilatérales ou plutôt multilatérales ? Doivent-elles porter sur la production ou plutôt sur les services ? En somme, comment consolider l'industrie de défense européenne ? C'est le sujet de cette prochaine table ronde. Merci d'accueillir nos invités. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette table ronde consacrée aux coopérations industrielles de défense à l'heure des incertitudes stratégiques. C'est une conférence qui est portée et co-organisée par la chaire économie de défense et le groupe de recherche ARES. L'idée ici, c'est de pouvoir discuter des expériences de coopération industrielle et évoquer un certain nombre de réussites sur la base des expériences passées avec nos témoignages industriels. Le rapport Draghi a rappelé qu'une des faiblesses de l'Union européenne, c'est la fragmentation de son industrie de défense. Source d'inefficacité productive, elle conduit à démultiplier les coûts de développement et à minimiser les économies d'échelle avec une absence d'allongement des séries. Tout ça dans un contexte budgétaire qui est contraint, même si aujourd'hui les débats sont peut-être plutôt en matière de contexte budgétaire, de desserrement de cette contrainte. Et dans une perspective passée, la coopération a été considérée comme un moyen de préserver un certain nombre de compétences, tout en partageant les coûts de développement. Et donc les bénéfices attendus de cette coopération sont multiples, et permettez-moi rapidement de les rappeler. Les économies d'échelle, les économies d'apprentissage, des effets de standardisation, l'interopérabilité des équipements pour les forces armées et la création d'acteurs de taille critique. Pourtant, depuis un certain nombre de décennies, les expériences de coopération ont été souvent mises en avant comme étant une forme de quelque chose de mitigé. Certains programmes ont été des réussites, mais d'autres ont été plus mitigés en termes de résultats, des dérives de coûts, des retards substantiels. Parmi les travaux qui existent dans cette littérature, le partage de la charge industrielle, en particulier l'idée d'une forme de juste retour, et l'absence d'identification d'un besoin unique, a évité la création de structures de coopération pleinement efficaces. Les différences de calendrier entre les acteurs et l'absence de volonté pour certains, de monter en compétences industrielles, la volonté de monter en compétences industrielles a pu aussi limiter le potentiel de coopération. Donc, en théorie, la coopération est vue comme un moyen pour gagner en efficacité, et parfois elle est souvent résumée comme étant l'objectif ultime, ce qui peut conduire à des difficultés de mise en œuvre. Donc dans ce contexte, on peut noter une multiplicité aussi des formes de coopération, qu'elles soient bilatérales, minilatérales, multilatérales, sur le développement, la production, les services. Et en plus de ça, aujourd'hui se rajoute une complexité supplémentaire avec l'émergence de nouveaux acteurs, en particulier la Commission européenne, qui a une vision industrielle et un budget dédié, bien qu'il soit encore, à l'heure actuelle, limité.
Donc dans ce contexte, contexte actuel aussi de fragmentation politique et économique, de débat sur l'OTAN, du partage du fardeau entre acteurs alliés, cette table ronde vise à présenter les différents points de vue sur la coopération, les solutions envisageables pour renforcer l'industrie de défense européenne. Et en particulier, le contexte nous a paru important d'aborder ces débats-là, dans un contexte où, pour les forces armées, les futurs programmes risquent d'être menés en coopération. Donc comprendre les expériences passées permettra aussi de définir les facteurs de succès, de réussite, et servir à la réflexion stratégique. Donc pour répondre à toutes ces questions, 4 intervenants vont répondre à mes questions. Jean-Pierre Molny, directeur donc, du groupe de recherche ARES et directeur adjoint de l'Institut des relations internationales stratégiques, l'IRIS. Éric Béranger, le PDG de MBDA. Mathieu Louveau, Executive Vice President Stratégie d'Airbus. Et Bertrand Boyard, conseiller spécial du directeur général d'Arcus. Donc, je vais commencer par poser des questions à Jean-Pierre Molny. Jean-Pierre, pour un peu, quelque part, planter le décor et les débats de la recherche stratégique sur ces questions, une question qui revient régulièrement, et je l'ai un peu rapporté dans mon propos liminaire, c'est l'efficacité des programmes en coopération. Quelle est la nature de ces débats et quelle expérience on peut tirer des grands programmes passés ? Oui, alors, première chose, je suis directeur adjoint de l'IRIS et effectivement, peut-être quelques mots sur ARES. ARES, c'est la mise en réseau des chercheurs européens sur les questions d'armement. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le sujet, qu'on a créé ARES, et c'est un outil qui est destiné notamment à mieux comprendre nos partenaires européens, et puis éventuellement aussi à essayer de leur faire passer des bonnes idées. Donc j'ai envie de dire qu'on est européen by design avec ARES. Je reviens à ta question donc, sur la coopération en matière d'armement. Je dirais qu'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de dire la coopération ça fonctionne ou la coopération ça ne fonctionne pas. En fait, il y a des règles à respecter pour avoir des bonnes coopérations en matière d'armement. Et donc, il y a des écueils à éviter. Historiquement, quand on... Alors, peut-être que les exemples, tu disais, de bonne coopération en matière d'armement et de moins bonnes, les programmes d'MBDA, évidemment, Storm Shadow, Scalp et puis Météor, mais il y a des raisons qui expliquent ces succès. Une des raisons, c'est peut-être aussi qu'un missile, c'est moins compliqué que certains autres équipements. Un programme, on va dire, mitigé, qui a eu un déroulement un peu difficile, mais dont on peut considérer que c'est un succès à l'arrivée, c'est la 400M. Et pour avoir une compréhension complète de ce qui s'est passé, je crois, parce que je les vois dans la salle, messieurs Gauthier et Renner, vous étiez les auteurs du rapport au Sénat, qui est absolument excellent et que je conseille à tout le monde sur la 400M, parce que ça explique très bien une raison des difficultés, comment on a réussi à remédier à ces difficultés, et ce qu'il fallait éviter pour éviter les problèmes qu'on a pu avoir dans la 400M. On pourrait faire une thèse sur le sujet, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Et puis, bon, je ne sais pas s'il y a des représentants de Dassault dans la salle, mais pour leur faire plaisir, on va leur dire que l'Eurofighter est un pas bon programme, mais bon, Monsieur Louveau, qui représente aussi donc Airbus et l'Eurofighter, sera pas d'accord. Moi, je dirais plutôt que c'est un ancien programme, c'est-à-dire un programme qui a été conçu dans les années 80, où on n'avait pas encore des règles pour avoir des bons programmes en matière d'armement. Les règles, on a commencé à les mettre en place dans les années 90, avoir une maîtrise d'œuvre unique, avoir un maître d'ouvrage unique. Maîtrise d'œuvre unique, on l'a quand même eu sur la 400M. Maître d'ouvrage unique, on a l'OCAR aujourd'hui. Alors certes, on peut dire qu'on peut faire beaucoup mieux avec l'OCAR, mais c'est déjà un gros progrès par rapport à ce qui existait dans les années 80. Ensuite, les autres facteurs, rapprochement du besoin opérationnel. J'ai envie de dire que c'est simple pour certains matériels, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres. Quand c'est compliqué, il faut peut-être essayer de trouver des éléments communs et de mettre de côté les autres éléments du programme pour éviter effectivement des choses beaucoup trop complexes.
mais ne pas se dire il faut à tout prix le rapprochement du besoin opérationnel. Il faut bien voir que nos armées européennes, elles fonctionnent différemment. Donc parfois, c'est très, très difficile d'avoir ce rapprochement du besoin opérationnel. Les questions financières, on peut trouver parce que les renouvellements ne se font pas toujours aux mêmes dates, on peut trouver des moyens, on peut trouver des amortisseurs sur le sujet. Je pense que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la question, en fait, est-ce que les intérêts industriels sont convergents ? Si vos intérêts industriels sont convergents, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un programme en coopération qui fonctionne. C'est ce qui s'était passé entre British Aerospace et Matra dans les années 90. Et on voit bien que dans d'autres domaines, c'est plus compliqué aujourd'hui. Concrètement, est-ce que vous pouvez avoir à la fin, si vous avez, on va dire, l'équivalent de 2 maîtres d'œuvre, avoir une consolidation à l'arrivée? C'est une question. L'autre facteur qui, à mon avis, aujourd'hui, fait que ça peut être beaucoup plus complexe, c'est que vous avez de plus en plus de numérique dans les programmes en coopération, que le numérique, ça permet et ça conduit à transférer de l'information entre les différents coopérants. Or, vous avez des problèmes qui sont extrêmement compliqués de droit de propriété intellectuelle. Donc, parfois, si je puis dire, ne tapez pas nécessairement sur les industriels, que ce soit d'un bord ou d'un autre. C'est des questions de compétitivité des entreprises. Mais il faut trouver des solutions. Et là, c'est aux États d'imposer leur point de vue, parce qu'à un moment, il faut une coopération, parce qu'il y a des programmes sur lesquels, de toute façon, chacun séparément n'aura pas les moyens de développer des capacités militaires. Donc nous sommes obligés de coopérer dans certains cas. Merci Jean-Pierre pour cette perspective. Et si on essaie d'évoquer aussi une autre forme de perspective avec un nouvel acteur qui est la Commission européenne, mais plus globalement un certain nombre d'initiatives à l'échelle européenne, quel bilan on peut tirer un peu au bout de 3 ans de Fonds européens de défense et puis plus globalement des expériences passées en matière de coopération portées à une échelle communautaire? Pour moi, ce n'est pas un acteur, c'est un facilitateur. Là aussi, il faut véritablement avoir une bonne connaissance historique de ce qu'a fait la Commission européenne. Alors, je ne sais pas qui aujourd'hui, dans cette salle, connaît la première initiative de la Commission européenne, c'est-à-dire le rapport Bankman de 1996, où il avait été dit, écoutez, le fait de ne pas coopérer coûte, alors je ne sais plus de combien de milliards d'écus à ce moment-là, puisqu'on était en 96, il n'y avait pas encore l'euro, aux Européens. Il faut coopérer. À partir de là, la Commission européenne, encore une fois, elle ne s'occupe pas de défense. Elle, sa compétence, c'est la compétence de politique industrielle et également d'organisation du marché. Donc la Commission européenne, elle a toujours dit aux États, écoutez, moi, je peux vous aider. Elle vient aider les États, c'est tout. Et ce qu'elle a fait dans un premier temps, c'est les directives du paquet défense de 2009 et la directive sur les marchés de défense et de sécurité, normalement, étaient faites pour favoriser la coopération entre pays européens. On va dire que c'est un demi-échec. Ça n'a pas véritablement fonctionné. Le Fonds européen de défense, il y a 2 choses dedans. Ça vient corriger l'échec de la directive sur les marchés de défense et de sécurité, puisque là, l'idée, c'est de dire, maintenant, plutôt que de vous mettre en compétition en disant, s'il n'y a pas de mise en compétition, enfin, vous pouvez faire une coopération pour éviter d'avoir utilisé la directive. Je ne vais pas parler de l'article qui exclut l'utilisation de la directive avec les coopérations, mais avec le Fonds européen de défense, on a dit, écoutez, je vais vous donner de l'argent si vous coopérez. Donc, ce sont des incitateurs, la Commission européenne, le Fonds européen de défense, pardon. C'est un incitateur à la coopération. C'est tout. Après, la question qui va se poser, c'est au-delà du Fonds européen de défense qui concerne recherche et technologie et développement, est-ce que ça va conduire à de véritables programmes qui seront acquis par plusieurs pays européens? Aujourd'hui, c'est toute la question. Bon, on a travaillé, nous, à l'IRIS, en appui de la Commission européenne sur le rapport intérimaire qu'ils doivent produire sur le Fonds européen de défense.
On va dire que le fond, c'est une chose qui est extrêmement utile, mais il y a certainement des points à corriger et des points de surveillance, notamment pour conduire à de véritables programmes d'armement acquis par les États après cette phase de recherche technologie et phase de développement. Et normalement, donc European Defence Investment Programme, la suite, EDIP, ça doit être l'outil pour conduire les pays européens à faire des acquisitions en commun. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des outils. Ce n'est pas un acteur qui décide, la Commission européenne. Et c'est comme ça qu'ils conçoivent leur rôle. Il ne faut pas croire que la Commission, comme je l'entends parfois, veut prendre la main sur le sujet. Ce sont des facilitateurs. Simplement, ce sont des facilitateurs qui ont compris qu'il faut coopérer, qu'en étant européen, tout simplement, on sera plus fort, on sera plus puissant. Aujourd'hui, la question de la puissance de l'Europe, elle est clairement posée. Merci Jean-Pierre pour ce bilan et effectivement rappeler le rôle de la Commission comme étant plutôt comme facilitateur. Tu as aussi évoqué l'idée d'une ambition de convergence d'intérêts industriels et donc ça va nous permettre d'aborder cette question avec des exemples concrets. Et je propose qu'on commence avec vous, Éric Béranger, sur cette convergence d'intérêts autour d'un groupe MBDA. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer justement, d'après vous, quels sont les fondements de cette réussite qui fait qu'aujourd'hui MBDA est un acteur incontournable sur le marché des missiles en Europe? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste quelques mots sur MBDA pour bien poser ce dont on parle. Donc MBDA, vous en avez entendu parler, c'est Scalp Storm Shadow, c'est Meteor, on vient d'en parler, c'est Aster. C'est 5 nations d'ancrage à travers 3 actionnaires, Airbus, BAE Systems et Leonardo, et c'est à peu près 19 000 personnes sur 16 sites. Et sur chacun de ces pays, aujourd'hui, on a effectivement des programmes en coopération. Sur ces programmes en coopération, sur un programme donné, chacun des pays se partage des tâches d'une certaine façon, donc ne maîtrise pas toute la chaîne d'un missile donné. Mais par contre, au global, quand on regarde le portefeuille d'activités, dans chacun de nos pays, nous avons l'ensemble des compétences nécessaires pour concevoir et produire n'importe quel type de missile. Et grâce à l'existence de MBDA, grâce à cette coopération, grâce au fait que des pays aient accepté de dépendre les uns des autres et de coopérer, non seulement on a pu préserver l'ensemble de ces capacités dans chacun des pays, autrement on n'aurait pas pu, ça aurait été trop cher, mais en plus on a même réussi à les développer. Et donc de ce point de vue-là, effectivement la coopération, ce n'est pas un but en soi. Au sein de MBDA, la coopération, en fait, elle est au service de la souveraineté. Donc là, ce que je viens de vous donner, c'est la photo. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle est la recette, si je puis dire, si tant est qu'il puisse y avoir une recette? D'abord, MBDA s'est construit sur de vraies coopérations avec du vrai contenu. Contenu qui a résulté de, on en a un petit peu parlé déjà, d'abord d'un alignement du besoin militaire ou des besoins militaires entre les pays qui décident de coopérer. En même temps, un alignement politique. En même temps, un alignement d'industriels, on en a parlé également, avec des industriels avec des vraies compétences industrielles. Donc on ne va pas juste chercher des gens comme ça, mais des industriels avec des vraies compétences industrielles et avec un élément de leadership très très important qui est que bien qu'on ait plusieurs clients, on a un pilotage intégré du programme côté client et on a un pilotage intégré du programme côté industriel.
Et dans le cas de MBDA, donc pour nous, le programme qui a été la pierre angulaire, c'est effectivement Scalp Storm Shadow, et après, il y en a eu d'autres. Mais dans le cas de MBDA, cette coopération, elle a été consolidée, cimentée par une consolidation industrielle qui a conduit à la création de MBDA, une joint venture entre ces différents actionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que la coopération, c'est pas facile. C'est pas, vous connaissez l'adage, tout seul, je vais beaucoup plus vite et à plusieurs, je vais plus loin. Et donc, il y a la phase où il faut apprendre à travailler ensemble. Et parce qu'on a consolidé cette expertise, ce savoir-faire finalement, savoir coopérer sur la base des programmes qu'on a déjà pilotés au sein de MBDA, parce qu'on a réussi à les pérenniser, à les cimenter grâce à cette consolidation qu'a suivi les programmes, eh bien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, MBDA est un outil de coopération qui peut être utilisé pour d'autres coopérations au service de la souveraineté. Et si je prends juste 2 exemples, pour ne pas être trop long, j'ai dit tout à l'heure, la pierre angulaire, ça a été Scalp Storm Shadow. Scalp Storm Shadow, par exemple, pour la France, ça a permis à la France d'acquérir pour le même budget 5 fois plus d'objets que si elle l'avait fait toute seule. Ça, c'est un résultat très concret. Aujourd'hui, la suite de Scalp Storm Shadow, et même d'autres choses, c'est ce qu'on est en train de faire au sein d'un programme qui s'appelle FMAN FMC en français, Futur Missile Antinavire, Futur Missile de Croisière. En anglais, ça s'appelle FCASW. Et là, ce qu'on est en train de préparer, c'est au sein d'un programme, 2 objets pour 4 missions différentes au profit de 3 pays qui, chacun, pour avoir tout ça, vont payer beaucoup moins que le prix d'un missile tout seul. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Merci d'avoir rappelé un enjeu avec ma lorgnette d'économiste un peu de taille de marché, en quelque part, qui s'accroît grâce à cette coopération. Dans la filière des missiles, mais plus globalement dans un certain nombre de domaines, il y a aussi un environnement concurrentiel un peu changeant. De nouveaux acteurs émergent. Mais dans cette filière en particulier, je pense à Anduril, mais ce n'est pas les seuls. Comment vous gardez cet avantage comparatif que vous avez? En particulier, comment, dans ce cadre un peu multidomestique, vous financez votre modèle d'innovation pour vous permettre d'être toujours à la pointe et être performant par rapport à ces nouveaux acteurs qui émergent? Alors, par définition, l'innovation, ça fait partie de notre ADN et de toute façon, je dirais même qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de la complexité relative d'un missile. Pour donner un ordre d'idée, un missile, c'est en gros un avion de chasse sans pilote qu'on met dans un tube d'à peu près 50 cm à 70 cm de diamètre et qui fait entre 3 et 5 mètres de long, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, il faut un système autour de tout ça pour pouvoir l'utiliser correctement avec tout un tas de technologies très diverses à l'intérieur, physique des matériaux, microélectronique, chimie, enfin, bon, je ne vais pas tout lister. Et la mission de MBDA, ce qui fait notre pertinence, c'est d'apporter à nos forces armées le moyen d'emporter la supériorité opérationnelle sur le terrain. Ce qui veut dire que ce qu'on doit fournir aux armées doit être au top niveau mondial. Et pour être au top niveau mondial, il faut être absolument au top dans chacune de ces technologies. Et donc, on ne peut pas, enfin, si on n'était pas en permanence en train d'innover et en permanence à la pointe de la technologie, nous ne serions pas pertinents. Nous ne remplirions pas notre mission. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment partie de notre ADN, on n'a absolument pas le choix. Et là, le fait d'être à plusieurs nations au sein de MBDA, ce que je dirais de façon brève, c'est que c'est très stimulant. Parce que justement, on peut croiser beaucoup de regards, on peut croiser beaucoup de réflexions avec des cultures différentes. Et donc, c'est une énorme richesse qui nous permet encore plus d'innover. Et c'est quelque chose qui est très, très important dans la période actuelle de très, très forte accélération. Là aussi, si je prends quelques exemples,
un exemple déjà bien connu, qu'on pourrait presque qualifier du passé, même si aujourd'hui il est très utile, c'est Météor. Météor, c'était une innovation absolue à l'époque. Utiliser un statoréacteur pour un missile de combat aérien, ça n'existait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Météor est le meilleur missile de sa catégorie, qui fait même mieux que les Américains. On essaye de nous le copier, bien entendu, c'est normal, puisque une fois qu'une bonne idée a été utilisée, il y en a d'autres qui essayent de faire pareil, mais aujourd'hui, Météor est là. Et aujourd'hui, on a à nouveau énormément d'initiatives dans énormément de domaines. Je ne peux pas tous les lister, je vais prendre simplement juste les deux extrêmes du spectre. L'extrême absolument au top niveau en termes de complexité, c'est la défense contre les missiles hypersoniques. Vous imaginez ces missiles qui peuvent mettre 10 minutes pour arriver de Moscou à Paris, ça va très 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 vite. Je vous laisse juste imaginer la complexité pour intercepter un tel missile. Et là, aujourd'hui, MBDA conduit un groupe dans le cadre du Fonds européen de défense pour un programme qui s'appelle IDIS, qui regroupe 14 pays. Et je ne me souviens plus du nombre de partenaires, je crois que c'est une quarantaine. Et donc, on est en train, là aussi, dans le cadre d'une coopération avec 4 pays principaux, qui sont l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Nous sommes en train de travailler sur la façon de défendre le citoyen européen contre les hypersoniques. Si maintenant je prends le bas du spectre, tout ce qui, vous entendez beaucoup parler de munitions téléopérées, de drones et d'utilisation, enfin d'augmentation des armements à partir de l'intelligence artificielle. Donc là, 2 exemples. Nous avons développé avec l'AID, enfin dans le cadre d'un contrat AID, un concept de munitions téléopérées qui s'appelle Sphinx. Dans une première compétition avec la DGA, nous n'avons pas été retenus, mais nous avons été finalistes et nous croyons énormément en ce produit. Nous avons continué à le développer et on commence à avoir beaucoup de gens qui sont très très intéressés par ce sujet. Et nous avons également créé une start-up qui s'appelle Neod, qui est en train aujourd'hui de développer des algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter les capacités de certains de nos armements, en commençant par l'Achéron, ce qui nous permet en fait de conjuguer la profondeur technologique d'un grand groupe, MBDA, mais avec l'agilité d'une start-up. Donc ça vous donne quelques idées, mais on pourra parler d'autres exemples si vous voulez. Merci pour votre perspective sur cette question. Et on va aborder un autre pan du spectre capacitaire, mais pas si loin que ça finalement, avec vous, Mathieu Louveau. Donc sur la partie aéronautique, il y a là aussi un enjeu de taille de marché avec la proximité de technologies militaires, avec des technologies civiles. Évidemment, Airbus est en pointe sur ces questions et il y a un enjeu évidemment de coopération traditionnelle. Donc pour vous, qu'est-ce que apporte pour Airbus cette proximité entre ces deux marchés ? Bon, d'abord, l'aéronautique, et c'est connu depuis le début, en fait, beaucoup de technologies sont communes entre les avions civils et les avions militaires, l'avionique, que vous fassiez les trains d'atterrissage, des fuselages, des actionneurs. Je ne vais pas faire la liste des technologies. Il y a quelques technologies, on va dire, qui sont très spécifiques aux militaires. Évidemment, la furtivité n'est pas vraiment un sujet pour un A320. Mais le cœur, peut-être 80 ou 90% des technologies nécessaires au développement d'un avion civil et d'un avion militaire sont communes. Donc évidemment, le fait d'avoir les deux activités, ça donne une très grande profondeur d'expertise dans les bureaux d'études. Ça permet aux ingénieurs de faire des carrières riches qui varient d'un produit à l'autre. Et ça donne une force de frappe considérable lorsqu'il s'agit de développer en particulier des grands programmes militaires qui vont avoir des tailles comparables. C'est rarement complètement comparable à un grand programme d'aviation civile comme le 320 ou le 350, mais quand même des programmes de grande envergure, on a la profondeur de le faire. Donc ça, c'est une évidence, et d'ailleurs quand on observe la plupart des avionneurs d'armes, pas tous, mais la grande majorité, ils ont une dualité, soit avec l'aviation civile comme nous, soit avec l'aviation d'affaires.
Le deuxième sujet qui bénéficie considérablement, je pense, aux militaires dans la dualité, c'est la fréquence des programmes. Et là, je vais prendre un marché que je connais bien, qui est le marché des hélicoptères. Lorsque vous êtes un hélicoptériste américain entièrement focalisé sur le marché militaire, vos derniers programmes, c'est le Black Hawk, l'Apache, c'est des programmes qui ont 40 ans, le Chinook, il y en a 60. Donc, vous ne faites quand même pas des hélicoptères souvent. Et au bout d'un moment, ça s'oublie. Lorsque vous êtes un hélicoptériste dual comme Airbus, entre-temps, vous avez fait le H135, le H145, le H160, le H175. Et donc, vous gardez, vous améliorez toutes vos compétences d'hélicoptériste en les mettant au meilleur niveau à chaque nouveau programme civil d'ailleurs qui va devenir systématiquement dual et avoir une version militaire. Et donc, c'est un vrai bénéfice en termes de fréquence et de capacité à mener les programmes et à garder son avance technologique, surtout quand on parle d'objets importants, coûteux à développer. On ne les fait pas avec la même fréquence dans le militaire que dans le civil, et c'est le maintien d'une compétence de gestion et de développement de programmes considérable. Le troisième point important, évidemment, c'est la dualité des plateformes. Lorsqu'on militarise une plateforme civile, il y a énormément d'avantages. D'abord, le développement est déjà payé. Pour le client, une très grande partie du développement est déjà payée. Ça fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de coûts. Ensuite, on bénéficie de la profondeur, à la fois de la capacité de production et de la capacité de support. Donc ça permet une massification des volumes beaucoup plus importante. Doubler la production, tripler la production devient plus facile si c'est nécessaire. Et on bénéficie des effets de série du civil et surtout des effets de série dans le support qui devient bien moins coûteux puisque c'est évidemment dans le domaine civil un très grand souci des clients qui sont très matures sur ce point et qui sont très insistants sur le coût de support. Donc on a une grosse efficacité. C'est clairement l'identité d'Airbus d'avoir fait des programmes de ce type. Le ravitailleur MRTT, prochainement, c'est démarré un avion de patrouille maritime basé sur la famille A320 et toutes nos gammes d'hélicoptères civils, je l'ai mentionné, qui ont des variantes militaires et qui ont toutes donc donné des hélicos extrêmement bien vendus sur le marché militaire, que ce soit le Caracal, qui est la version militaire du 225, le 145M, dont la version militaire se vend énormément aujourd'hui, mais on peut l'appliquer à l'ensemble de la gamme d'hélicoptères. Merci d'avoir rappelé un peu cette proximité. Effectivement, l'intérêt pour un envoyeur comme Airbus d'avoir cette proximité sur les marchés. Là où aussi Airbus a une forme d'expérience très forte, c'est dans les programmes en coopération. Jean-Pierre Moni l'évoquait, alors effectivement vous êtes engagé dans un certain nombre de programmes en coopération, l'Eurofighter, la 400M, des programmes d'hélicoptères, vous venez aussi d'en parler. Évidemment, vous avez aussi capitalisé sur cette expérience de coopération inscrite là aussi dans l'ADN d'Airbus. Quel bilan vous faites de ces expériences en coopération? Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui fonctionne notamment plutôt bien et quel est votre retour sur ces expériences passées? Alors, j'imagine comme invitant, vous attendiez à avoir un avocat des coopérations. C'est assez logique, effectivement, je ne vais pas surprendre de ce point de vue, parce que c'est totalement l'ADN de l'entreprise. Airbus, le nom de l'entreprise, est le nom d'un programme qui a démarré en coopération entre des sociétés qui étaient à l'époque distinctes. Il y avait British Aerospace, il y avait DASA, il y avait Aerospatiale. Et ça a été un succès, comme tout le monde le sait. C'est devenu le premier avionneur mondial, et maintenant d'assez loin par rapport à son concurrent historique Boeing. C'est pas seulement cette coopération-là, c'est aussi l'héritage d'Eurocopter, qui elle aussi a été créé sur des programmes de coopération, le Tigre et le NH90, qui est devenu ensuite Airbus Hélicoptère dans les configurations d'aujourd'hui. Et je ne vais pas, c'est pas sans doute le bon forum pour faire la pub de l'Eurofighter, mais on considère aussi que c'est un programme qui a plutôt bien marché. Et la 400M aussi. Donc voilà, c'est totalement identitaire pour Airbus. Et quand on voit la relative bonne santé de l'entreprise, on peut le dire aujourd'hui, on peut penser que globalement ça fonctionne. Oui, les programmes en coopération, ils ont connu des retards, ils ont connu des surcoûts variables. Certains se sont beaucoup mieux passés que d'autres. Des programmes se sont finalement très bien passés. Vous pouvez dire d'une certaine manière que la 350 est un programme en coopération qui s'est bien déroulé à une très grande échelle. Nous-mêmes, nos programmes militaires, maintenant, sont en régime de croisière, ont une bonne disponibilité, donc ont atteint leur maturité. Je pense simplement que les programmes de coopération n'ont pas le monopole des difficultés de développement. Il y a beaucoup de programmes qui n'étaient pas en coopération, qui ont aussi été en retard et qui ont aussi connu des surcoûts, aussi bien aux États-Unis
que de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc je pense que ça a été très bien dit au début, il n'y a pas de vérité absolue, ils ne sont pas meilleurs ni pires, tout dépend beaucoup de la manière dont ils sont menés, et j'en dirai 2 mots. Le troisième point qui a été mentionné, là je voudrais donner quelques chiffres, c'est leur impérieuse nécessité en Europe en particulier pour des questions de volume. Aux États-Unis, la question se pose différemment, mais en Europe, c'est absolument indispensable. Les budgets de défense européens, jusqu'au changement récent, on verra ce qui va en sortir, étaient globalement, collectivement, 30% des budgets américains. Mais ils étaient moins consacrés à l'équipement, dans une proportion de 2/3. Donc en fait, les budgets d'équipement européens sont 20% des budgets d'équipement américains, collectivement. Déjà, un facteur 5. Ces 20%, 60% vont à l'extérieur, et essentiellement aux États-Unis. Donc si vous me suivez, le budget d'équipement européen consacré à l'industrie européenne, c'est 8% du budget américain, un facteur de 12 ou 13. Et alors le bouquet final, c'est que sur ces budgets, les Américains, sur un certain nombre de gammes d'équipements, c'est un recensement qui a été fait par McKinsey, plutôt bien, ils financent 33 programmes, l'Europe en fait 179. C'est un facteur 6. Donc ça veut dire en pratique qu'un programme européen reçoit 70 fois moins d'argent qu'un programme américain. C'est proprement stupéfiant. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on y arrive quand même. Alors, on y arrive quand même grâce à la dualité, on l'a mentionné, je pense que c'est un élément important. On y arrive grâce à l'export, et c'est vrai que tous les pays européens n'ont pas toujours eu exactement la même attitude via l'export. Et on y arrive parce qu'on essaye d'être plus efficace. On y arrive parfois un peu moins, mais c'est quand même globalement vrai. Mais tout ceci pour dire que c'est impossible économiquement de ne pas faire de coopération. Je vais donner un autre élément un peu chiffré. Approximativement, pour les avions, je ne sais pas comment c'est, Eric, pour les missiles, mais les coûts non récurrents de développement et d'initialisation du programme représentent environ 100 fois le coût d'une unité. Ce qui veut dire assez simplement que si vous n'en produisez que 100, vous doublez les coûts. C'est plus 100%. Si vous en produisez 500, vous n'augmentez le coût unitaire que de 20%. C'est un calcul assez simple, mais qui fait qu'un programme comme le NH90, dont on a vendu plus de 500 parce qu'on est parti en coopération, a quand même bénéficié économiquement considérablement dans son coût unitaire du fait d'être un programme en coopération. Donc c'est vraiment cet élément de masse critique est fondamental en Europe et on ne peut pas tourner autour. Honnêtement, lorsqu'on demande à l'industrie de défense d'accélérer et de massifier sa production, ce qui est absolument nécessaire et légitime en ce moment, c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire quand on part de programmes erratiques et échantillonnaires que quand on part d'une activité importante avec des volumes sérieux. Donc de toute façon, la capacité à monter en cadence rapidement dépend aussi de cette masse critique. Et mon dernier point, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de critères qui ont été très bien mentionnés par vous au début sur les raisons de succès d'un programme en coopération. J'en vois une en tous les cas qui a été très clairement perçue chez Airbus, c'est que c'est même plus simple effectivement quand la coopération se fait au sein d'une même société. Donc il y a aussi une question de masse critique des sociétés en Europe. Eric l'a expliqué pour MBDA, c'est très valable pour Airbus. Lorsque plusieurs sociétés sont dans un programme de coopération, c'est plus compliqué, il y a des coûts de friction, il y a des positionnements tactiques, transactionnels, parfois les désaccords entre sociétés se répercutent au niveau des États. Donc c'est sûr que quand le programme en coopération se déroule dans plusieurs pays européens, mais au sein d'une même société, c'est quand même plutôt plus facile. Et il y a eu un bon exemple qui est le civil chez Airbus. Le 380. C'est vraiment lorsque l'on a eu des difficultés qui venaient finalement du fait que la société EADS, qui était fraîchement créée à l'époque, 5 ou 6 ans, en 2006, a eu des problèmes qui venaient du fait que les systèmes de définition des câblages étaient différents entre l'Allemagne et la France, qu'on a réalisé qu'intégrer l'entreprise, avoir les mêmes systèmes pour définir les dossiers de définition et pour développer l'appareil entre les Français et les Allemands serait quand même plus efficace. Et ça ne peut se faire efficacement qu'au sein d'une société. C'est ce qui a été fait pour le 350, dont le développement s'est beaucoup mieux déroulé. Voilà. Merci pour ces exemples très concrets de coopération à l'échelle d'Airbus et qui montrent bien effectivement la profondeur du marché américain par rapport au marché européen, ce qui nous montre qu'il y a aussi des marges de manœuvre à l'échelle européenne à aller chercher pour favoriser la production d'armement dont on a besoin aujourd'hui. Pour quitter l'environnement aéronautique pour revenir sur Terre, je me tourne vers vous, Bertrand Boyard. Pour parler de coopération dans le domaine du terrestre, Jean-Pierre Molny évoquait dans son propos le rôle de facilitateur de la Commission.
Arcus, donc, que vous représentez, participe aussi à des programmes européens au sein du Fonds européen de défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les nouveaux partenariats que vous avez pu nouer grâce au Fonds européen de défense et quelles perspectives vous en tirez pour la suite? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Juste avant, donc, autant certaines sociétés sont connues, donc Arcus probablement moins. Retour sur Terre et retour à taille humaine, non pas que mes prédécesseurs soient des entreprises à taille inhumaine, mais donc c'est 1500 salariés. Et c'est donc une ETI, en fait, une entreprise de taille intermédiaire, dont l'activité industrielle principale est de faire rouler 90% de l'armée de terre, soit sur des véhicules qui sont purement Arcus, soit en partenariat, en coopération déjà, dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises, généralement, avec nos partenaires que sont KNDS et Thales, par exemple. Donc une société beaucoup plus petite, hein, et donc les enjeux qui ont été évoqués de taille et de coopération, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Avant de répondre à la question, je voudrais faire quelques remarques de contexte, quitte à apporter un petit peu la contradiction en termes de consolidation. La première remarque que je voulais faire, c'est que dans le domaine du segment terrestre, industriel, en Europe, et je parle de sociétés réellement européennes, hein, non pas de filiales américaines ou turques installées en Europe, non pas comme ça peut arriver dans d'autres pays, compte tenu de la structuration des BITD des différents pays européens, d'entreprises qui produisent sous licence américaine, israélienne ou turque, ou coréenne, bientôt. Dans le domaine terrestre, donc, il y a déjà une certaine consolidation qui a lieu. Quand on prend ces critères, qu'on considère le segment des chars ou le segment de l'artillerie de campagne, un peu lourde, très très rapidement, on tombe sur deux sociétés en Europe qui produisent ces équipements. Les autres existent, mais sont encore une fois soit des filiales, soit travaillent sous licence. C'est ma première remarque. La deuxième, c'est que la consolidation, c'est aussi un petit peu un mot, alors c'est un terme à la mode, et c'est aussi un petit peu un mot valise. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le domaine terrestre, plus exactement, si nous sommes là, c'est que la situation géopolitique est ce qu'elle est, que nous assistons donc à des combats et que les missions de l'industrie de défense sont bien d'équiper des forces armées en vue du combat. Dans ce que nous observons aujourd'hui, l'Ukraine nous montre de manière flagrante que ce qui se passe dans le domaine terrestre, c'est une attrition gigantesque. Là, vous vous souvenez que le volume de l'armée de terre française a été détruit par les Russes et par les Ukrainiens, d'ailleurs réciproquement, en l'espace de 2 mois. Donc l'attrition est énorme. On n'a pas la même situation dans le domaine aérien ou dans le domaine naval. Et donc une industrie terrestre, de défense terrestre, elle a besoin de pouvoir assez rapidement produire énormément sur des facteurs vraiment très importants. Ça rejoint en ceci probablement ce qui se passe dans le domaine des munitions, où là, par définition, la munition, elle est attritionnée, puisque à partir du moment où elle sert, il faut la remplacer. Mais donc, il y a ce phénomène-là. Et donc, il n'est pas aberrant d'avoir une certaine redondance de l'outil industriel à travers les différents pays européens. Il n'en faut pas trop, mais il n'est pas aberrant d'avoir plusieurs sociétés de différents pays, dans différentes BITD, qui produisent des systèmes similaires, de manière à avoir la capacité à monter très très rapidement en volume pour fournir la masse le jour où ça sera nécessaire. C'est d'ailleurs, si vous regardez bien, ce qu'on observe dans la BITD ukrainienne elle-même,
Il n'y a pas du tout de consolidation du segment terrestre de la BITD ukrainienne. Il y a énormément d'entreprises qui produisent chacune dans leur zone, dans leur ville, des systèmes terrestres. Donc voilà les remarques que je voulais faire sur la consolidation. Je pense que c'est important de ne pas partir uniquement avec l'idée, tendance à la mode, de dire il faut absolument consolider ou quoi que ce soit. Je voulais juste rajouter un point sur la coopération aussi, qui a été largement évoqué par tous mes prédécesseurs. On ne le fait pas, comme disait mon voisin, on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait pour gagner des coups, des échelles, etc. Mais on sait qu'il y a quand même mécaniquement une dérive en délai et en coût à partir du moment où on va rentrer en coopération, en particulier. Je ne parle pas des cas de vos entreprises qui sont intégrées, mais avec des entreprises partenaires, et en particulier à l'international. On a l'habitude de compter un facteur racine carrée, ça vaut ce que ça vaut, mais en gros, si on se met à 2, eh bien on aura une dérive en coût et en délai de racine carrée de 2, donc à peu près 1,5 fois. L'équipement coûtera 1,5 fois plus cher, ce qui fera que pour chacun, ça fera que 0,75 au lieu de 1. Mais ça durera 1,5 fois plus de temps. Alors, cette formule vaut ce qu'elle vaut, mais ça donne quand même une certaine idée. Mais encore une fois, l'objectif en coopération est bien de trouver les économies d'échelle et l'effet série. Voilà. En ce qui concerne le Fonds européen de défense, donc, on est vraiment dans des coopérations, puisque le règlement lui-même du Fonds européen de défense impose la coopération. Pour être éligible, pour qu'un projet soit éligible et soit subventionné par la Commission européenne, il faut qu'il rassemble au minimum 3 industriels de 3 États membres différents. La pratique, comme le disait Eric Bélanger, c'est plutôt des consortiums beaucoup plus gros, avec des vingtaines, des dizaines, plusieurs dizaines d'entreprises participantes appartenant à une quinzaine d'États. Et donc, ce qui donne vraiment une grosse assise. Donc, bien évidemment, cette organisation est compliquée, mais elle permet effectivement d'être amené à se rapprocher de certaines entreprises qui étaient concurrentes pour en faire des partenaires sur un projet. Mais bien évidemment, ça donne souvent des idées dans les entreprises pour être en partenariat, en coopération sur d'autres projets qui n'ont plus rien à voir avec le Fonds européen de défense. Le Fonds européen de défense qui subventionne, c'est-à-dire que la Commission européenne rembourse une partie des dépenses de recherche et développement que les entreprises engagent. Les entreprises qui participent au Fonds européen de défense sont quasiment toutes le font en bonne intelligence, en cohérence avec les programmatiques nationales. Il faut que les États membres soutiennent les projets pour que ces projets aient une bonne chance d'être éligibles. Pour la raison très simple, c'est que là aussi, de même qu'on ne fait pas de coopération pour le plaisir, on ne fait pas de R&D pour le plaisir, il faut que ça débouche sur des acquisitions. Et donc la suite qui a déjà été évoqué, ce sera le programme EDIP d'acquisition en commun. Et autant le règlement du FED est très très clair sur les critères d'éligibilité pour EDIP. On en a déjà parlé, je pense, dans d'autres tables rondes plus tôt dans la journée. La question de l'éligibilité va être assez centrale, d'autant plus que, comme je le disais précédemment, toutes les BITD ne sont pas structurées de la même façon. Et donc, ça va être un vrai débat qui est en cours en ce moment entre les États membres, la Commission et le Parlement européen, qui est également voix au chapitre dans ce domaine. Merci pour votre retour. Et effectivement, on voit qu'il y a un enjeu d'actualité un peu brûlante dans un contexte où certains programmes sont très anciens. Donc, on voit les enjeux de décalage temporel ici par rapport à l'analyse. Pour rester sur l'actualité, il y a un enjeu aussi pour le groupe Arcus, qui est le rapprochement avec John Cockerill. Rapprochement récent. Vous parliez de consolidation tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut parler de consolidation, mais on voit bien ici qu'il y a une expérience de rapprochement dans ce contexte qui n'est pas toujours évidente. Vous l'avez rappelé aussi au niveau de l'armement terrestre. Donc, quel bilan vous faites aujourd'hui, même si peut-être que le bilan est
limité par rapport à l'expérience temporelle, soit de MBDA, soit de Airbus, comme on a pu le voir. Mais qu'est-ce que vous inspire et qu'est-ce que vient apporter ce rapprochement jusqu'à présent? Oui, alors très rapidement, donc l'entreprise donc Arcus a été acquise il y a maintenant 8 mois par le groupe John Cockerill, qui est un groupe belge d'infrastructures énergétiques, de chaudières nucléaires, électrolyte, hydrogène industriel, entretien éolienne en mer, etc. Ce groupe familial voulait repondérer son activité vers la défense, compte tenu de la situation internationale, très clairement, et donc a fait l'acquisition d'Arcus. Il s'agit effectivement d'une forme de consolidation verticale, si on peut dire, puisque ce groupe John Cockerill avait une petite activité défense. Alors quand je dis petit, c'est pas, encore une fois, Arcus est une ETI. L'activité défense de John Cockerill, c'était à peu près le tiers de l'activité d'Arcus. Voilà. Et donc, cette activité consistait essentiellement en tourelles, faire des tourelles d'engins blindés et de la simulation qui se rapporte au système d'armes tourelles. Voilà. Arcus, comme je disais, fait rouler les armées. Donc, nous, c'est plutôt les caisses et les véhicules. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une complémentarité parfaite. John Cockerill Défense était déjà un partenaire. Vous avez donc déjà des coopérations avec eux pour mettre des tourelles sur des caisses. Et donc là, c'est une intégration verticale. Le bilan qu'on peut tirer de ce genre d'intégration entre donc, une ETI au sein d'un groupe un peu plus grand, puisque John Cockerill, c'est à peu près 3 fois la taille d'Arcus, mais intégration avec une activité de défense donc, plus petite, c'est qu'on arrive très très rapidement à partager, en particulier dans le domaine qui est le plus critique dans l'industrie de défense, qui sont les chaînes d'approvisionnement. On arrive très rapidement à trouver des synergies et à optimiser les chaînes, c'est-à-dire très clairement en allant dans la chaîne de l'autre chercher ce qui faisait défaut dans la nôtre, ou internaliser chez l'autre ce qu'on acquérait chez des fournisseurs externes précédemment, de manière à gagner en robustesse et en prévisibilité, en solidité. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est au niveau des perspectives. Donc l'industriel français qui fait rouler 90% de l'armée de terre fait donc maintenant partie d'une entreprise belge. Donc vous voyez que c'est un signe, je dirais, c'est le volet industriel du rapprochement stratégique entre nos deux pays, et que donc Arcus, actuellement donc division mobilité de John Cockerill Défense, et John Cockerill Défense dans son ensemble, sont de manière emblématique, je dirais, prépositionnés ou prédisposés à fournir le volet industriel de la suite de Camo, de la suite du rapprochement entre les armées françaises et belges, puisque vous savez que ce sont des équipements communs, etc. Donc c'est à ça que JCD, que John Cockerill Défense, dont Arcus, se prépare maintenant. Merci pour votre réponse et je remercie les intervenants d'avoir respecté scrupuleusement le timing.